aujourd'hui, mais j'avoue franchement qu'il a tout dit. Je ne sais même pas par quel bout commencer. En tout cas, félicitations pour son intervention. Peut-être répondre à quelques interpellations, notamment le mode de désignation des membres des comités d'hygiène. Ah, je suis désolé, je ne me suis pas présenté encore une fois, excusez-moi, je m'appelle Fanny Traoré. Je suis un ancien contrôleur du travail de la sécurité sociale. Par la suite, je suis devenu inspecteur du travail. Beaucoup de présence dans le secteur public, dans l'administration du travail, notamment les inspections. Par la suite, je suis allé dans les entreprises où j'ai occupé plusieurs fois des fonctions de responsable ressources humaines. J'ai mis en place des comités d'hygiène, nous avons travaillé ensemble. Donc j'ai une connaissance pratique de ces réalités. Avant de répondre aux interpellations aussi, je voudrais saluer quelques personnes ici présentes. Je pense au docteur Diop, merci pour tout, vous savez de quoi je parle. Au docteur Mbaye qui m'a fait l'honneur et l'amitié de me demander de présenter, de co-présenter son ouvrage. Au docteur Khalifa Ababakar Sissé qui a été mon maître. À M. Alioune Badara Diallo, qui a été mon patron dans l'administration. Je ne sais pas si M. Wade est là, Aboubakar Wade, il avait promis de venir également. Bref, je vous remercie tous. Je vais donc commencer par répondre aux interpellations du docteur Diop, parce qu'il a tout dit en réalité par rapport à l'ouvrage. Le mode de désignation des membres du comité d'hygiène et de sécurité. Il y a des membres de droit, vous le savez, c'est l'employeur ou son représentant, le médecin du travail et le responsable de la sécurité. Les autres, ils sont cooptés. Donc, à la limite, ça relève de la responsabilité des membres titulaires. Récemment, dans une entreprise, et je parle sous le contrôle du docteur Mbaye, et avec l'accord de l'inspecteur du travail, j'étais dans une entreprise multisite. Disons, c'est à l'aéroport. Il y a plusieurs services, mais pas concentrés en un même lieu. Nous nous sommes arrangés pour qu'au niveau de chaque site, il y ait au moins 2 points focaux que nous avons intégrés dans le comité d'hygiène. L'idée qu'il y avait derrière, c'était d'avoir des relais efficaces, puisque vivant au quotidien les réalités ainsi que les risques auxquels les travailleurs étaient exposés. Et je dois à la vérité de dire que, contrairement à ce qui se dit souvent, dans cette entreprise, ce sont les travailleurs qui traînaient les pieds. L'employeur, il ne cessait de taper sur la table pour demander que les gens lui fassent des propositions. Il était prêt à mettre les moyens. C'est vrai que les enjeux étaient ailleurs aussi, parce que le domaine aéroportuaire est un domaine extrêmement normé. Et ces questions de santé et sécurité font partie également des critères d'évaluation des acteurs de l'aéroport. Mais toujours est-il que ce sont les travailleurs qui traînaient les pieds. On avait un grand projet qui a avorté parce que tout simplement derrière, les gens n'ont pas suivi. Et ça concernait les questions de santé et sécurité du travail. Par rapport sur la question de la désignation, moi je pense que cela relève de la responsabilité des membres titulaires. L'autre élément, ce sont les pouvoirs des uns et des autres. Moi je pense qu'il ne faut pas aller loin. Les responsables ressources humaines, la plupart du temps, ils ne sont pas suffisamment outillés sur le plan technique pour comprendre les problèmes de santé et sécurité. Et je pense que le médecin du travail doit avoir une voix prépondérante quand il s'agit de ces questions. Parce que derrière, il joue sa crédibilité, mais c'est sa responsabilité de médecin qui est engagée. Donc, il n'y a même pas à se poser des questions. Par contre, les difficultés auxquelles certains DRH se heurtent, c'est le refus des médecins du travail d'accepter leur subordination.
par rapport à des DRH, souvent, ils se posent des problèmes de niveau d'études, etc. J'ai des amis DRH qui ont eu d'énormes difficultés pour, en fait, travailler avec le médecin d'entreprise. Ça aussi, il faut que les gens comprennent que chacun a des responsabilités. Les médecins du travail appartiennent aux directions des ressources humaines. Le directeur des ressources humaines, même s'il n'a que le certificat d'études, mais il est directeur des ressources humaines parce qu'on a besoin de lui à ce poste. Si les questions de santé et sécurité du travail sont rattachées à la direction des ressources humaines, le médecin du travail n'a pas le choix. Il faut qu'il accepte de composer avec le DRH. Les pouvoirs, je ne partage pas tellement cet avis, parce qu'en dernière instance, c'est l'inspecteur du travail qui tranche. Aujourd'hui, il y a un arsenal juridique qui est mis à la disposition des inspecteurs du travail qui peuvent aller jusqu'à fermer une entreprise si des problèmes de sécurité s'y posent. De réels problèmes de sécurité s'y posent. L'inspecteur du travail aujourd'hui a le pouvoir de fermer l'entreprise. N'est-ce pas? Je parle sous le contrôle de mon maître, M. Diallo. C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, il n'y a plus de problème à ce niveau. Bon, maintenant, il faut du courage pour faire certaines choses. Un inspecteur du travail qui ferme une usine dans cette entreprise, le risque est grand de le voir le lendemain à Kédougou, comme régional. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Mais dans la vie, on s'assume ou on ne s'assume pas. Je me souviens, Ousmane Camara disait que la question de l'indépendance des juges, c'est pas un problème. Un juge, s'il veut être indépendant, il est indépendant. S'il ne veut pas être indépendant, il ne le sera jamais. Il y a des inspecteurs du travail qui, en fait, exercent leurs prérogatives, qui n'ont pas peur, qui ne tremblent pas devant les employeurs. La faiblesse des contrôles, je suis d'accord. Parce que, en fait, on ne va pas se voiler la face. Les inspecteurs du travail reçoivent une formation en santé-sécurité, mais plutôt axée sur les aspects juridiques, mais pas sur les aspects pratiques. Exceptionnellement, lors de leur formation, on peut les amener faire 1 ou 2 fois une visite d'entreprise. Mais c'est insuffisant. Comment voulez-vous demander à quelqu'un d'aller dans une entreprise, faire une inspection en santé et sécurité si lui-même ignore ce qui s'y passe? C'est pas possible. C'est pas possible. Nous connaissons les textes, etc., etc., mais d'un point de vue pratique, nous ne sommes pas outillés. Je suis désolé. Monsieur Diallo, je pense que vous serez de mon avis. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit de ne pas hésiter. Je suis d'accord avec vous. Sur maintenant l'ouvrage, je pense avoir répondu aux différentes questions soulevées. Pour créer une structure institutionnelle pour vraiment définir des axes prioritaires de prévention. Je voulais finir par ça, mais je vais le faire tout de suite. Moi, je pense que le temps est venu pour nous de nous doter d'une structure où on va en fait créer des synergies, aller vers la pluridisciplinarité, parce que les questions de santé et sécurité ne concernent pas que les médecins. Nous avons des ergonomes qui doivent être interpellés. Nous avons des ingénieurs de tous les secteurs qui devraient être concernés. Il n'y a pas que les médecins. Les médecins, ils font dans la prévention et dans le traitement. Mais en amont, c'est en fait de l'ingénierie, c'est à la conception qu'on doit travailler pour voir les équipements. En France, ils ont un institut national du travail où les chercheurs et toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions se retrouvent et travaillent ensemble. C'est au niveau de ces laboratoires que souvent on initie même les textes. Il ne faut pas s'étonner que le décret sur les comités, disons, ait des limites, parce que tout simplement, cette pluridisciplinarité n'a pas présidé à son élaboration. Je pense qu'il est temps que l'on se dote
d'une structure pour les chercheurs et pour toutes les personnes qui s'intéressent aux questions de santé et sécurité, afin que les gens se rencontrent, que les gens discutent, que les gens se parlent. Sinon, chacun va travailler de son côté, et à chaque fois qu'il y aura des problèmes, bon, en fait, on va se rejeter la balle. Ça, c'est pas possible. Si on n'a pas une synergie d'action, on n'avancera pas. Moi, c'est ma conviction. Maintenant, pour l'ouvrage, je crois que Dr Diop a fait le tour de la question. Moi, en tout cas, je l'ai lu très facilement. Peut-être que c'est évident pour moi, mais je pense que toute personne s'intéressant aux questions de santé et sécurité devrait pouvoir vraiment y trouver des informations importantes. Je le recommande fortement aux médecins, aux travailleurs, aux employeurs, et ainsi qu'à tous les intellectuels, parce que c'est ce que disait Feu Amadi Alidien, il n'y a pas d'intellectuel au détail. On est intellectuel ou on ne l'est pas, c'est tout. Donc, de ce point de vue, je pense que Dr Mbaye est également un intellectuel qu'il faut remercier. Parce que quand j'ai fini de lire le livre, j'ai parcouru la présentation et j'ai compris. En fait, Dr Mbaye, à travers cet ouvrage, a procédé à un audit des comités d'hygiène et de sécurité. Dans la première partie, c'est le référentiel. La deuxième partie, ce sont les écarts. La troisième partie, c'est le plan de mitigation du risque. Heureusement que je me suis trompé, parce qu'après j'ai dit, oura, j'ai débusqué l'auditeur qui se cachait derrière le médecin. En tout cas, c'est un ouvrage complet, il l'a dit, didactique, mais accessible, puisque rédigé dans un langage assez simple. Et c'est ça, je crois, ce qui fait le charme de cet ouvrage. Il est scientifique, contient des informations importantes, il est accessible. Sans le dire, il a fait un audit. Sur la page de garde, il met solution, mais dans l'ouvrage, il met recommandation. Un bon auditeur. Pour ne pas trop monopoliser la parole, et surtout que j'ai des contraintes, il va falloir que je parte très tôt, pour les raisons que vous connaissez vous aussi. Je finirai par Ismaïla Mbaye, que j'ai eu la chance, parce que c'est une chance de rencontrer Ismaïla Mbaye. Je l'ai rencontré à l'hôpital de Grand Yoff. Il était le médecin d'entreprise, j'étais responsable ressources humaines. Nous avons eu beaucoup d'échanges. Les médecins m'excuseront, mais c'est à l'hôpital de Grand Yoff que j'ai découvert qu'il y avait deux catégories de médecins. Les médecins intellectuels et les médecins cliniques. Il y a des médecins, vous les sortez de la clinique, ils sont perdus. Ismaïla Mbaye est un médecin, mais un brillant intellectuel aussi. Et je pense que avec lui, j'ai beaucoup appris. Nous nous sommes retrouvés en d'autres circonstances où, en fait, les gens qui l'ont rencontré à cette occasion aussi, je crois, n'ont pas regretté de l'avoir rencontré. Parce qu'il est humain, disponible, humble, mais fidèle aussi en relation. C'est lui qui m'a dit une fois avoir entendu quelqu'un, un vieux, lui dire « Leketu kolere, ay gor dañ koy joyante ba mu toj. Dañ koy joyante ba mu toj. Parce que kenn du nangoo mujjee leket gi. Parce que coloré moo ci nekk. Et je pense que le fait pour lui de s'être approprié ce dicton renseigne beaucoup sur ses qualités. En tout cas, moi, je ne le remercierai jamais assez de m'avoir fait l'honneur
de co-présider cette cérémonie de dédicace. Je lui souhaite bon vent, ainsi qu'à l'éditeur et à toute l'équipe qui a collaboré à la finalisation de cet ouvrage. Je lui souhaite bon vent, beaucoup plus de publications, en lui donnant rendez-vous, parce que je le lui ai dit, quand il m'a remis l'ouvrage, je lui ai dit que je suis gêné, parce que, mais à charge de revanche, je t'inviterai à la cérémonie de dédicace.